Monsieur le gouverneur, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes très heureux, dans un cercle restreint, en tout cas, de gens, de parlementaires mobilisés sur ces questions-là, et d'entendre votre voix. Vous occupez vos fonctions depuis le 1er novembre 2015, et donc vous êtes une sorte de vigie des fluctuations de l'économie et du commerce international. Vous portez à ce titre un regard attentif à tous les événements susceptibles d'impacter la stabilité macro-financière et bancaire et les conséquences qu'elles peuvent avoir sur les relations géopolitiques, mais aussi industrielles, les questions de défense, bien évidemment. Toutes les questions qui vont concerner les relations de l'Europe avec le reste du monde et les relations intra-européennes dont on voit aujourd'hui qu'elles sont aussi facteurs de nombreux jeux politiques. Je ne vais pas rappeler aujourd'hui votre prestigieuse carrière. Peut-être juste quand même 2-3 éléments. Grand serviteur de l'État, responsabilité à la direction du Trésor, conseiller financier à la représentation permanente de la France à Bruxelles, directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances et directeur général des impôts, et également un passage dans le privé comme directeur général délégué du groupe BNP Paribas. Monsieur le gouverneur, l'enjeu pour notre commission est de percevoir clairement les contours de la reconfiguration à l'œuvre dans notre monde, le commerce, les marchés financiers, la stabilité monétaire, l'évolution des prix sont autant de sujets que d'éclairage que nous vous demandons de nous, si vous voulez bien, et pour lesquels nous vous souhaitons avoir un éclairage. Et nous aurons également plusieurs collègues qui vous poseront des questions sur ces sujets-là. Chacun sait la configuration géopolitique mondiale aura des conséquences directes et massives pour les Français. Le retour de la guerre en Europe, d'un côté, l'imprévisibilité des États-Unis de l'autre, et en trame de fond, la montée en puissance de la Chine, sont 3 facteurs, entre autres, qui structureront le monde et que nous laisserons à nos enfants. S'il y a bien une réalité que ces évolutions mettent en exergue, c'est l'interdépendance des Européens. On peut même dire que les intérêts nationaux n'ont jamais été aussi alignés, confrontés ensemble à la Russie, frappés collectivement par les droits de douane et soudés face aux risques posés par une suprématie chinoise potentielle. Cette nouvelle donne nous oblige à dessiner la stratégie qui orientera la France et l'Europe pour les prochaines décennies. Alors, monsieur le gouverneur, quelles sont selon vous, et la question vous surprendra peut-être, les opportunités dans notre pays, dont notre pays peut bénéficier dans ce chaos? L'euro pourrait-il remplacer le dollar comme monnaie de référence? Quelles mesures l'Union européenne peut-elle utiliser le momentum pour mieux protéger les Français des menaces des crises économiques? L'union des marchés de capitaux issue du rapport Draghi et l'État peut-elle vraiment faire capter à l'Europe des nouveaux flux et relancer la croissance? S'agissant des défis, nous les connaissons. Le premier d'entre eux est sans doute le réarmement. Et à ce titre, une enveloppe de 1,7 milliard d'euros a été annoncée pour renforcer les fonds propres et un fonds de 450 millions d'euros rattaché à BPI-France a été initié. De même, le fonds d'innovation pour la défense qui sert à alimenter les start-up du secteur sera majoré de 75 millions d'euros. Si toutes ces mesures vont dans le bon sens, nous savons bien, pourtant, que l'échelle des efforts à engager est bien plus grande, bien plus importante, et que le chiffrage devra se porter sur plusieurs milliards d'euros, même si ces montants-là ont été évoqués aujourd'hui, les sources de financement et les montages ne sont pas encore complètement arrêtés. Quel impact, selon vous, attendre des premières dispositions prises par le gouvernement et les acteurs du secteur? Quelles initiatives prendre par la suite pour amplifier le mouvement dans un contexte de finances publiques malheureusement contraint? Quelles sont, selon vous, nos marges de manœuvre? Question également des acteurs privés, des institutions financières, bancaires, comme des particuliers. Est-ce qu'un nouveau rôle pour l'ensemble des acteurs aujourd'hui agissant en Europe est nécessaire? Voilà, beaucoup de questions, certainement beaucoup trop nombreuses. On a embrassé un petit peu tous les grands enjeux. Mais je vous laisse dans un temps que vous souhaiterez, entre 10 et 20 minutes peut-être, et ensuite nous aurons l'interrogation de l'ensemble des groupes parlementaires présents. Voilà, monsieur le gouverneur, je vous laisse la parole et merci beaucoup de votre présence avec nous aujourd'hui. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, d'abord merci sincèrement de votre accueil. Je vais essayer de me tenir entre 10 et 20 minutes, autour de 15, ce qui me paraît une honnête moyenne. Je ne répondrai pas à toutes les questions que vous avez posées, elles sont nombreuses, mais nous le ferons dans la suite de notre dialogue. Mais je voudrais particulièrement vous remercier de me recevoir aujourd'hui devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Je crois que c'est une première, alors qu'il m'arrive souvent de m'exprimer devant la Commission des Finances. Soyez-en, Monsieur le Président, chaleureusement remercié, mais ceci marque aussi la nouveauté des temps qui sont dominés, vous l'avez dit, par le basculement américain, hélas,
l'imprévisibilité internationale et, je le crois, une attente d'Europe. J'y reviendrai. Ces ruptures valent en matière économique autant que diplomatique, alors je me concentrerai naturellement sur le premier champ, mais je voudrais peut-être d'abord, dans ce propos liminaire, dissiper une idée trop reçue. Le chantier économique et financier n'est pas que technique, il porte une dimension politique essentielle de souveraineté. Et ensuite, je voudrais dépasser une autre idée reçue. L'Europe économique n'est pas condamnée à prolonger son inertie passée, que nous regrettons probablement ici. Elle peut et elle doit saisir ce qui est, je crois, un moment unique. J'en viens d'abord à la nature politique, stratégique de ce chantier de l'Europe économique et financière. Alors d'abord, le défi de la puissance pour la France et pour l'Europe en 2025, c'est à l'évidence la défense. Vous en avez parlé, mais c'est tout autant l'économie. La première jambe n'avancera pas durablement sans la seconde. Et l'Europe n'est certes pas sans atouts économiques. Je commencerai par là parce que je crois que nous n'en avons pas assez conscience, nous Européens, et peut-être nous n'y avons pas assez confiance. Il y a une vertu américaine dans ces temps troublés dont nous devons peut-être nous inspirer, c'est la confiance en nous-mêmes. Alors, quelques-uns de ces atouts, c'est d'abord que notre marché unique pèse autant que les États-Unis, dès lors qu'on mesure en parité de pouvoir d'achat, donc il est premier ex aequo dans le monde, que l'Union européenne dispose d'une ressource abondante dont on ne parle pas souvent, qui est une épargne financière privée qui est chaque année plus élevée et qui représente un flux annuel de plus de 1 000 milliards d'euros. Nous disposons d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Notre continent a su former plus de 500 prix Nobel. Nous disposons d'un état de droit solidement ancré. Et je crois que particulièrement aujourd'hui, c'est une valeur forte. Et nous disposons d'un modèle social partagé. Alors si l'Amérique, hélas, se replie et renonce à son leadership international, l'Union européenne est attendue, je le vis aussi dans les nombreuses réunions internationales auxquelles je participe, l'Union européenne est attendue comme un pôle d'équilibre potentiel par nos autres partenaires. Mais nous avons aujourd'hui à transformer ces atouts en puissance. Nous manquons de puissance économique, d'abord parce que notre marché unique est beaucoup moins attractif que le marché américain. Il a la même taille, mais il demeure beaucoup trop fragmenté, notamment pour les entreprises innovantes. Notre excédent d'épargne financière est considérable, plus de 400 milliards d'euros l'an dernier d'épargne excédentaire par rapport à l'investissement, est en partie intermédié par la finance américaine et il est insuffisamment affecté, j'y reviendrai, aux fonds propres des entreprises européennes. En matière de recherche, nous le savons, la mobilité transatlantique demeure très déséquilibrée. Près de 120 000 chercheurs européens travaillent aujourd'hui aux États-Unis. En résultant de tout ce que je viens de dire, l'Europe accuse un retard technologique. Les investissements privés vont trop au secteur existant et pas assez au secteur innovant. Je vais citer là notre prix Nobel Jean Tirole, un de nos prix Nobel. C'est ce qu'il appelle le piège de la technologie intermédiaire. Alors un mot sur notre pays. Je crois que la France a le mérite, l'honneur, d'avoir été depuis longtemps la première avocate et la légitime avocate de cette nécessaire souveraineté économique européenne, plus que nos partenaires. Mais elle doit aujourd'hui, malheureusement, nous le savons, rétablir sa crédibilité budgétaire si elle veut pleinement entraîner ses partenaires. Avoir enfin moins de déficit et moins de dettes en France pour regagner plus d'influence en Europe. Alors il y a cependant deux domaines où l'Europe, grâce à son unité, a su conquérir cette souveraineté, la puissance commerciale et la souveraineté monétaire. Un mot sur le commerce, même si la Banque de France n'en est pas directement en charge. L'Union européenne, c'est la première puissance commerciale du monde. Elle a l'avantage de parler ici d'une seule voix autour de la Commission. Et je veux le dire très nettement, les mesures protectionnistes américaines sont un jeu perdant-perdant, où l'initiateur est d'ailleurs le plus sanctionné. Il y aura cette année, aux États-Unis, sans aucun doute,
moins de croissance qu'attendu en janvier dernier et plus d'inflation. Alors un mot sur les accords, entre guillemets, annoncés ces derniers jours avec la Grande-Bretagne puis la Chine. Pour être moins mauvais que les mesures brutales du 2 avril, ce ne sont pas de bons accords. Encore trop de tarifs pénalisants, dont le socle sans précédent de 10%. On n'en a peut-être pas assez souligné dans l'accord anglais le caractère quand même très élevé. Et surtout, toujours autant de flou et d'imprévisibilité qui provoquent l'attentisme. Je souligne au passage qu'il y a à la fois un choc protectionniste et un choc d'imprévisibilité dans les politiques américaines, et que le second est au moins aussi préjudiciable que le premier. Alors les Européens ont su en face de cela jusqu'à présent garder leur sang-froid et leur unité. Je crois qu'il est juste d'avoir mis sur la table des mesures en réponse, mais avec une entrée en vigueur différée pour permettre une négociation et espérer une désescalade. Par ailleurs, l'Europe a tout intérêt à nouer des alliances commerciales avec un maximum d'autres partenaires, de l'Amérique latine à l'Asie, et puisque j'ai dit de l'Amérique latine, je me permets de dire dont le Mercosur, dès lors que ces accords sont équilibrés. J'en viens à la matière monétaire. Nous avons su, il y a plus de 25 ans, bâtir une souveraineté commune avec l'euro. Il y a fallu une volonté politique et une méthode mobilisatrice. Mais reconnue dans le monde entier, cette monnaie européenne nous donne aujourd'hui l'autonomie indispensable face à la volatilité américaine. Souvenons-nous, je le dois en tout cas à mon parcours, hélas, vénérable, que dans les années 1980-90, nos décisions de politique monétaire étaient gravement affectées en Europe par les décisions sur le dollar. Aujourd'hui, ces décisions nous appartiennent pleinement. Et malgré un environnement international très chahuté, la situation monétaire en zone euro est aujourd'hui plus claire. Pour la première fois depuis plusieurs années, nous sommes revenus vers la zone qu'on pourrait appeler le 2,2. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une inflation proche de 2%, qui est notre cible, et un taux directeur que nous avons ramené à 2,25%, bien en deçà, on ne le souligne peut-être pas assez, des taux américains et britanniques qui sont aujourd'hui à 4,25. Ce succès conforte le soutien historiquement élevé des Français et des Européens pour la monnaie unique à 81% en Europe. J'en viens à ce propos, Monsieur le Président, à une question que vous avez soulevée sur le rôle du dollar. Face à une certaine incertitude sur les actifs financiers américains, une attente de diversification de nos partenaires, le renforcement du rôle international de l'euro peut, oui, devenir un impératif stratégique. Ça n'était pas le cas à l'origine du traité de Maastricht, et je voudrais dire là-dessus que la place du dollar restera naturellement importante. Ce renforcement du rôle de l'euro reposera sur le choix des acteurs privés et doit donc présenter un caractère progressif. Mais ce renforcement externe est en synergie avec une opportunité interne, celle de consolider notre architecture financière commune, qu'il s'agisse de l'Union pour l'épargne et l'investissement, alias Union des marchés de capitaux, j'en parlerai dans un instant, et de l'offre d'actifs sûrs libellés en euros. J'en viens maintenant à ce que j'appelais la deuxième idée reçue, si vous voulez bien, c'est que cette souveraineté économique européenne serait certes souhaitable, mais un objectif impossible à atteindre. Alors reconnaissons-le, cette ambition d'union économique est présente depuis l'origine, à côté de l'union monétaire. Elle a été renforcée depuis 15 ans avec les projets d'union bancaire et d'union des marchés de capitaux, et elle progresse trop lentement. Mais si le basculement américain et si cette autre menace qu'est la Chine peuvent avoir une vertu, et une seule, c'est de sonner le réveil de l'Europe. Pour autant, ne nous racontons pas d'histoire. Notre réponse collective n'est pas encore à la hauteur du défi. Mais je crois que de ce sursaut, nous avons la capacité, à condition que nous en ayons la volonté, fermement et durablement. L'installation du nouveau gouvernement allemand, ces jours-ci, accompagne cette fenêtre d'opportunité. Alors pour faire quoi? Je vais le dire très rapidement parce que je crois que les rapports Draghi et l'État en 2024
puis la boussole pour la compétitivité de la Commission en février dernier, et puis la stratégie d'Union pour l'épargne présentée en mars, sont remarquablement convergents. Ce sont des rapports longs, mais très convergents sur les réformes structurelles nécessaires. Et je souligne que ces actions nécessaires n'impliquent aucun coût budgétaire supplémentaire. Nous avons besoin d'une mobilisation générale. Si vous me permettez de citer ce qui a été le titre de la lettre annuelle de la Banque de France, adressée au président de la République, à la présidente de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. Nous nous sommes permis de l'appeler cette fois-ci d'un titre un peu plus tonique que notre littérature habituelle, puisque nous avons marqué de la tétanie à la mobilisation générale. C'est tonique ou politique Politique, non. D'accord. Enfin, vous jugerez. Selon 3 impératifs, 3 I, ou, si l'on préfère, l'image physiologique, la taille multipliée par le muscle, multipliée par la vitesse. Première I, nous devons intégrer plus le marché unique. Cela signifie miser sur sa taille, j'en ai parlé tout à l'heure, mais en supprimant les obstacles internes dans de nombreux domaines tels que les services et l'énergie. Deuxième I, il faut investir mieux, en priorité dans les innovations de rupture les plus prometteuses, et en particulier celles liées à l'intelligence artificielle. Et pour y parvenir, il nous faut développer le muscle financier européen grâce à une véritable union pour l'épargne et l'investissement. Un mot au passage, on a parlé longtemps d'union des marchés de capitaux. Ce changement de nom a 2 objectifs. Le premier, c'est de bien marquer la finalité, alors que les marchés de capitaux n'étaient qu'un moyen. Et le second, qui a peut-être été moins noté, c'est qu'il s'agit d'englober dans une même union l'union bancaire et l'union des marchés de capitaux. Il ne s'agit pas d'opposer les banques ou les marchés de capitaux ou de passer des premières vers les secondes, ça n'a pas de sens. Mais l'Union pour l'épargne et l'investissement doit orienter davantage notre abondante épargne privée, je l'ai cité tout à l'heure, vers les fonds propres et le capital risque en Europe. L'Europe ne manque pas de crédit, globalement, ne manque pas de financement, mais elle manque, comparé aux États-Unis, énormément de capital risque et de fonds propres, toujours plus favorables à l'innovation. Ce qui m'amène au 3e I, innover plus vite. L'Europe a besoin de simplification. Moins de bureaucratie, de procédures et de délais. Simplifier, ça n'est pas pour autant déréguler, à la différence peut-être de l'approche de l'administration américaine. L'approche européenne restera ferme sur les objectifs, tout en étant plus agile dans la conception. Mais sur cet agenda que je viens de décrire, de souveraineté économique et financière, je voudrais beaucoup insister sur une condition qui me paraît clé. Nous ne pourrons atteindre cette souveraineté qu'à une condition forte, centrale, que les ambitions politiques et les anticipations des acteurs économiques soient rapidement alignées. Et pour ce faire, je voudrais appeler devant vous à une date mobilisatrice, comme par le passé, Jacques Delors avait su le faire, avec le 1er janvier 1993 pour le marché unique, puis le 1er janvier 1999 pour la monnaie unique. Il s'agit de mettre en tension aujourd'hui toutes les volontés, sans perdre de temps. C'est à la Commission de proposer cette date, au Conseil de la fixer, mais pourquoi pas le 1er janvier 2028 ? Nous devons nous donner 2 à 3 ans pour sortir plus puissants et souverains du basculement amorcé par l'actuelle administration américaine. Alors, on a parlé d'un Liberation Day illusoire aux États-Unis. Christine Lagarde a appelé, je la cite de son côté, à une marche vers l'indépendance européenne. Oui, mais c'est maintenant ou ce ne sera jamais. Et je crois qu'il est essentiel d'aller vite. Les chefs d'entreprise aussi nous le disent. En conséquence, l'histoire n'attend pas et la Commission devrait viser de présenter cette année l'ensemble de ses propositions législatives. J'ajoute, si vous voulez bien, une dernière dimension à cet agenda, qui est une dimension technologique essentielle de notre souveraineté monétaire. Nous pourrons y revenir peut-être plus dans le détail. Nous avons une numérisation très forte de l'économie qui accentue dans les paiements du quotidien une dépendance aux acteurs non européens, notamment aux réseaux internationaux de cartes et aux géants du numérique. Demain, sans doute, à travers l'essor de ce qu'on appelle les stablecoins, qui sont le plus souvent adossés au dollar et fortement encouragés par le gouvernement américain.
nous avons un risque sérieux de privatisation et de déseuropéanisation de la monnaie. Nous ne pouvons pas courir ce risque. Ces raisons conduisent notre eurosystème à plaider vigoureusement pour un euro numérique, instrument de souveraineté publique, un billet dans l'espace numérique. Je conclus, si vous voulez bien, alors que nous venons de commémorer la semaine dernière le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et le 75e anniversaire de la déclaration Schuman. Je crois que les mots de Robert Schuman résonnent aujourd'hui avec une acuité particulière. Je le cite : « Il n'est plus question de vaines paroles, mais d'un acte hardi, d'un acte constructif. Oui, il est urgent de sortir d'une certaine nonchalance économique et de dépasser la tétanie initiale face à la nouvelle administration américaine. Notre mobilisation doit être générale, pour citer encore une fois ce titre de la lettre de la Banque de France. Générale pourquoi ? Parce que cette réponse française et européenne ne peut être que collective, juste dans le partage de l'effort et décisive dans la vitesse de l'action, j'y ai assez insisté. À ces conditions, alors, et alors seulement, ce peut être le moment de notre pays, de la France et de l'Europe. Merci beaucoup pour ce premier exposé général qui répond à une grande partie de nos problématiques avec un plan que vous déployez là, en ayant consolidé un certain nombre de réflexions, en tout cas un plan clair de déploiement. Quand, peut-être avant de donner la parole, vous parlez d'une date et d'une marche, comme a dit Christine Lagarde, pour la souveraineté européenne. Il s'agit d'un nouveau traité, selon vous ? Il s'agit de quelle forme que doit prendre cette mobilisation et cette expression d'une plus grande souveraineté ? Alors, la réponse ne m'appartient pas entièrement. Si je fais référence aux années 80, il y avait eu initialement, si vous venez, un traité dit l'acte unique. C'était sans doute un terme très mobilisateur, mais parce que ça s'était accompagné d'un certain nombre de modifications des règles de vote. Aujourd'hui, quand je regarde le contenu des rapports Draghi, l'État et de cette boussole de compétitivité, il n'y a pas besoin, a priori, de changement des traités. Donc je crois que ce qu'il faut, c'est avoir vite sur la table un certain nombre de propositions initiatives et d'en faire un paquet qui a un vrai sens économique et financier. Aujourd'hui, si vous me permettez l'expression, les pièces du peuple sont beaucoup trop éparpillées et apparaissent comme chacune très techniques. Les diverses pièces du marché unique étaient relativement techniques. C'est l'ensemble qui donnait l'élan et l'impulsion économique. Alors, monsieur le gouverneur... Donc, il s'agirait d'avoir, si c'est le 1er janvier 2028, des propositions dès cette année et une mise en œuvre dans l'ensemble des pays de l'Union d'ici le 1er janvier 2028, plutôt si on le peut. Très bien. Après ce premier exercice d'exposé, vous allez être confronté aux interrogations des groupes parlementaires qui vont s'exprimer sur une durée de 2 minutes 30. Vous-même, si vous êtes une réponse sur ce format-là, c'est plutôt indiqué, mais bien évidemment, en fonction de la complexité de la question, il n'y a pas de limitation à la minute près. Et puis ensuite, indépendamment, chaque parlementaire pourra intervenir sur une durée d'1 minute. Voilà les 3 exercices, 3 épreuves auxquelles vous êtes confrontés cet après-midi. Le premier intervenant pour les socialistes et apparentés est Pierre Priptich. Monsieur le député. Prenez le micro. Monsieur le gouverneur, bienvenue et merci pour votre exposé. Monsieur le président, mes chers collègues, j'ai tellement de questions que je vais vraisemblablement limiter mon propos à 2 ou 3 points. Premier point, cela concerne la situation des crypto-monnaies qui apparaît dans un univers de contrôle comme étant une source éventuellement d'absorption importante, voire de détournement, puisqu'on fixe les crypto-monnaies à plusieurs milliards d'euros, 300, 400 milliards d'euros, qui vont progressivement se détourner éventuellement de ce que vous appelez les outils permettant justement d'être en souveraineté et en maîtrise de la situation. Et donc, on sait notamment qu'avec les narcotrafics, cette situation peut éventuellement exploser. Et ma première question simple, entre guillemets, ce serait comment vous, dans la position que vous êtes, à la fois au niveau du territoire national, mais aussi au niveau du territoire avec vos 26 partenaires,
et l'ensemble de la situation monétaire européenne, arriver non pas à contrôler, mais à maîtriser en fait des flux pour éviter que ces flux soient déstabilisants, y compris dans des maîtrises du marché boursier avec l'hypertrading. Ça, c'est une question qui m'interpelle énormément et qui me soucie compte tenu en fait des dérives que l'on assiste avec les narcotrafics qui aussi s'intéressent à notre pays et s'intéressent à l'Europe. Deuxième point, vous avez judicieusement évoqué la règle des 3 I. Intégrer plus le marché unique, rappeler qu'il fallait investir mieux avec l'IA, et qu'il fallait aussi innover plus vite. Et vous avez, il me semble, rédigé un livre, L'espérance d'un Européen, il y a quelques années. Comment, vu du village sarrois, pouvez-vous rajouter un 4e I à votre logique, qui serait non pas une intelligence artificielle, mais une intelligence collective que l'on pourrait appeler l'IC, permettant aussi, je le pense, d'être en situation de mettre plus de politique au service de nos concitoyens, en utilisant la politique, et vous avez rappelé éventuellement les échéances qui, par le passé, ont permis à l'Union européenne de progresser, d'avoir vraiment, avec cette intelligence collective lycée, une capacité à donner un destin à l'Europe, parce que, pour reprendre un vieux titre, quand l'Europe s'éveillera, sans doute, ça fera peut-être trembler la Chine. Ah, c'est à vous de répondre, oui. En tout cas, de commenter. Voilà. D'abord, monsieur le député, merci beaucoup de ces 2 bonnes questions. Sur les crypto-monnaies, alors je vais commencer par une précision lexicale, si j'ose dire. Nous n'employons pas ce terme. Nous parlons de crypto-actifs. Pourquoi ? Parce que les cryptos, appelons-les comme ça, n'ont pas les caractéristiques d'une monnaie. Et pour faire très court, je crois que les 2 caractéristiques de base d'une monnaie, c'est qu'elle est acceptée partout, le pouvoir libératoire. Or, pour payer en bitcoin, il faut la volonté des 2 parties, ce qui est relativement rare. Et deuxièmement, et surtout, il y a des responsables de la valeur de la monnaie. Et la première qualité d'une monnaie, c'est la stabilité de sa valeur. Ça consiste à maîtriser l'inflation et je crois que la Banque centrale a plutôt bien accompli cette mission depuis 26 ans. Il y a eu un épisode récent où il a fallu réagir assez fortement, mais nous y sommes. Personne n'est responsable de la valeur du Bitcoin qui est marquée par une forte volatilité. Alors pour autant, ça peut être un produit d'investissement. Et j'ai toujours dit, et je redis, que c'est réservé à des investisseurs avisés, parce que ça n'est pas un produit sans risque. Le fait qu'on ait la liberté d'investissement en crypto ne veut pas dire qu'il ne faut pas de réglementation. Et là, je vais répondre très directement à vos questions. Je pense qu'il faut d'abord des réglementations pour éviter le blanchiment, pour assurer la protection des investisseurs dont je viens de parler. Il se trouve que l'Europe a mis en place cette réglementation, peut-être pas tout à fait assez connue, qui s'appelle le règlement MiCA, qui est en œuvre depuis l'année dernière. Que la France avait d'ailleurs devancé ceci avec la loi Pacte 2019, et nous avons, nous, ACPR, avec l'AMF, contrôlé la plupart des prestataires de services en ce qu'on appelait actifs numériques, alias crypto-actifs. Et croyez-moi, nous sommes extrêmement vigilants, notamment sur la lutte anti-blanchiment. Il y a là-dessus des recommandations. Donc l'Europe, les 27, appliquent ces règles. Il y a là-dessus des réglementations internationales auxquelles j'ai coopéré avec mes collègues du G20, qui malheureusement n'ont pas encore été transposées qui ont été transposées dans la plupart des pays du G20, mais pas dans le premier d'entre eux, si nous suivons mon regard transatlantique. Donc, j'espère beaucoup. Il y a aujourd'hui des choses en discussion devant le Congrès américain. L'équivalent de MiCA, en tout cas dans le principe, porte le nom poétique de Genius, est en discussion devant le Sénat américain. Je ne sais pas très bien me prononcer sur le génie du contenu, si vous me permettez l'expression. Peut-être qu'un certain nombre de règles ne vont pas aussi loin que nous le souhaiterions, mais ça serait quand même un progrès. Reste l'enjeu de stabilité financière que vous citiez. Je crois que dans les règles que nous mettons, alors si un actif se prétend à risque, il peut prendre des risques. Pardon de ce truisme, l'important est que l'investisseur en soit bien informé.
Mais pour les actifs qui se prétendent stables, ce qu'on appelle en anglais les stable coins, ou les jetons, les pièces stables, alors là, il faut des garanties extrêmement fortes. En quoi sont placés les fonds? Est-ce qu'ils peuvent être remboursés à tout moment au pair, etc. Ça fait partie de la réglementation. Je crois que c'est des choses très souhaitables aux États-Unis. Merci d'avoir cité mon livre. J'avoue avoir été sensible à ce que vous avez dit sur le 4e I et l'intelligence collective. Alors, la Banque de France est indépendante et je suis toujours d'une grande prudence quand je vais sur le terrain politique, a fortiori devant les élus de la nation. Mais je ne peux qu'avoir la plus grande sympathie pour l'idée qu'il faut donner plus d'élan politique, de contenu politique peut-être à l'Europe. Votre expression de donner un destin, vous me permettez juste 2 réflexions là-dessus, mais je les fais plutôt à titre personnel. La première, c'est que je crois que malheureusement, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui nous donne un élan politique pratiquement obligatoire. Et je crois que la plupart de nos concitoyens et des Européens réalisent bien que si nous ne réagissons pas maintenant, nous allons vraiment être marginalisés entre le basculement américain et la montée de la puissance chinoise dont vous avez parlé. On le savait, je dirais, de façon latente, mais l'accélération de l'histoire que nous voyons depuis quelques mois le montre. Il est clair que ce n'est pas de problème américain éventuel que viendra le salut européen. Le salut européen, il passe par nos moyens à nous, et une bonne part de notre destin est entre nos mains. Je crois que nous en voyons aujourd'hui l'urgence. L'autre réflexion, c'est que je crois que l'Europe n'est jamais plus forte que quand elle s'incarne dans des projets concrets pour nos concitoyens. L'euro me paraît être un bon exemple. L'euro était peut-être vu comme assez technique au départ. Je crois que c'est devenu aujourd'hui un projet politique énorme. Nous pouvons témoigner, en tout cas pour ceux d'entre nous qui ont vécu la genèse de l'euro, il se trouve que j'étais à Maastricht il y a 34 ans, qu'au départ, le référendum français a été extrêmement disputé. Il y a eu là vraiment un débat politique de grande qualité et très serré. Et qu'aujourd'hui, il y a une forme de consensus s'est créé autour de l'euro. Quels sont les prochains projets? Est-ce que c'est la défense européenne? Est-ce que c'est la lutte contre le climat? Est-ce que c'est l'accélération de l'intelligence artificielle? J'ai proposé par ailleurs avec mon collègue allemand une communauté de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Je vais encore faire allusion à Robert Schuman. Robert Schuman, en 1950, prend ce qui est à l'époque la ressource clé, qui est le charbon et l'acier. Ça n'est évidemment plus la priorité aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, si on veut mettre nos ressources en commun, ça peut être sur l'intelligence artificielle. Bon, je ne veux pas allonger la liste des projets, mais je crois que l'Europe, comme objet général, est évidemment un outil politique indispensable, mais si on veut qu'elle parle à nos concitoyens en Côte d'Or ou dans mon cher Est, il faut l'incarner dans des projets. Merci beaucoup. La parole à présent pour la droite républicaine à Nicolas Forissier et ensuite nous entendrons Madame Dominique Voynet. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur. Merci d'être devant nous. Moi, je ne vais pas parler de l'Est ou de la Côte d'Or, mais je vais vous parler depuis le Berry, avec 2 questions précises qui sont vastes, mais qui sont en fait précises. D'abord, j'ai bien entendu ce que vous disiez sur la nécessité, l'obligation pour l'Europe de se réveiller, si je puis dire, entre guillemets, à la faveur des événements que vous avez rappelés et de l'évolution du monde. L'Europe, elle a plusieurs moteurs, mais elle a toujours eu un moteur principal, qui est le couple franco-allemand, et en particulier le moteur français. Donc ma question, elle est assez simple. Est-ce que vous pensez que ce moteur est en état de jouer son rôle? Je crois d'ailleurs que vous êtes vous-même exprimé à plusieurs reprises sur la question des finances publiques, de la nécessaire maîtrise de la dépense publique, de l'endettement de la France qui était désormais au bout du bout, si je puis dire. Quelle est votre analyse sur le sujet? Quelles sont les conditions, selon vous, pour que nous puissions recouvrer à la fois la force nécessaire de jouer notre rôle moteur dans cette reconquête de la souveraineté économique et deuxièmement, pour faire en sorte que, ayant balayé devant notre porte, nous soyons effectivement reconnus, parce que ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui par nos partenaires comme un vrai moteur. Je pense que j'ai résumé en quelques mots un vaste débat, mais j'attends de vous des réponses qui, avec toute l'indépendance qui est celle du gouverneur de la Banque de France, nous permettent d'avoir de bonnes orientations très pragmatiques. La deuxième question, elle est peut-être plus précise encore, c'est la question des sanctions
face à la Russie. Et notamment, le gouvernement vient d'annoncer, dans le cadre européen, la préparation d'un nouveau paquet de sanctions qui serait, entre guillemets, je cite, massive. Alors, on voit bien la notion, entre guillemets, d'avertissement à nos adversaires, si je puis dire, russes, dans le conflit que nous connaissons. Mais néanmoins, est-ce que vous considérez que, y compris ce nouveau paquet, tel qu'on en connaît les contours, serait efficace? Est-ce que vous jugez que les premières sanctions l'ont été, au regard notamment du rapport de force, y compris économique, entre la France, enfin l'Europe, pardon, la Russie, l'Occident et le monde russe? Merci pour ces deux questions, monsieur le gouverneur. Alors, merci, monsieur le député. Sur la première question, je crois que nous pouvons tous constater que l'influence française en Europe est malheureusement affectée par l'état de nos finances publiques. Alors, je ne dis pas que pour autant elle a disparu. Et je suis assez frappé, si vous me permettez une réflexion personnelle, par le fait que sur ces discussions sur l'autonomie stratégique, qui ne tiennent pas qu'au président de la République actuel, même si je lui reconnais tout à fait qu'il les a mises en avant, mais on peut remonter jusqu'au général de Gaulle. Enfin, c'est une position française très traditionnelle. Nous étions considérés avec sympathie, mais parfois un tout petit peu d'ironie. Plus personne ne fait d'ironie. Voilà. Ce qui est effectivement dommage, c'est au moment où nous pourrions transformer l'essai, nous n'avons pas aujourd'hui la crédibilité budgétaire qui nous permettrait complètement de prendre la tête de l'équipe. Hein. Donc mon appréciation est relative. Elle n'est pas pour dire que nous n'avons plus notre place, etc. Mais nous avons les bonnes idées, la bonne stratégie et pas tout à fait la bonne forme physique, si je pousse l'image sportive. Alors je crois que nous pouvons la retrouver. Et j'ai dit dans mon propos liminaire avoir enfin moins de déficit et de dette en France pour regagner plus d'influence en Europe. Je ferai juste allusion, puisque j'ai déjà parlé de cette lettre annuelle de la Banque de France, à ce que nous avons écrit là-dessus et qui pour nous est une des composantes très importantes de la mobilisation générale, reconquérir notre souveraineté budgétaire. Et ça, c'est un chantier français, alors que la souveraineté économique et financière dont j'ai parlé est un chantier européen. Mais les deux doivent aller de pair. Sans être trop long là-dessus, mais je vous renvoie à nos précisions chiffrées, j'espère, clarifications en la matière. Je crois que ce que devrait viser notre pays, c'est là aussi une date, revenir à 3% de déficit en 2029. Et ce n'est pas le fétichisme du chiffre de 3%, c'est qu'il se trouve que pour la France, 3% de déficit, ça correspond à la stabilisation de la dette par rapport au PIB, parce que c'est l'équilibre primaire hors charge d'intérêt. Et que pour ça, c'est un objectif équivalent, ça revient à enfin stabiliser nos dépenses publiques en volume, après prise en compte de l'inflation. Et donc je ne suis pas en train de plaider une austérité sauvage où il s'agirait de faire reculer globalement le niveau de nos dépenses publiques. Pour autant, soyons en clair, nous n'avons pas jusqu'à présent réussi à stabiliser cette dépense publique en volume. Elles ont, les années passées, cru d'au moins 1% par an. Alors, si je regarde sur la période la plus récente, je crois qu'il y a un effort très réel sur le budget de l'État, et là, il y a un recul des dépenses publiques en volume, mais les dépenses de l'État représentent 36% seulement du total. Sur le reste, c'est-à-dire les dépenses locales et sociales, qui font donc près des 2/3, nous sommes encore à 2% d'augmentation en volume. Alors, je ne dis pas que tout le monde doit être aligné sur le zéro volume. Hein. Je crois que l'État doit être exemplaire et faire plus d'efforts. Mais est-ce qu'on peut viser un ralentissement de la croissance des dépenses sociales et des dépenses locales? Je crois que c'est ça, quand je parle d'une mobilisation générale, c'est ça aussi qui ferait partie d'une stratégie collective. Sur les sanctions vis-à-vis de la Russie, alors j'avoue ne pas en être un spécialiste, et nous ne sommes en rien décideurs. Ce que je voudrais juste dire en la matière, c'est que d'abord, il peut y avoir une forme de nécessité politique, voire morale. Je vais prendre un exemple qui est du domaine public. Quand la guerre a été déclarée le 24 février 2022, la Russie avait d'importantes réserves de change dans le système financier occidental, dont le système financier français. Je crois que le gel qui a été décidé à ce moment-là correspondait à une exigence, et il était compatible avec le droit international, alors que la saisie ne l'aurait pas été, mais et ce gel correspondait à une exigence éthique évidente.
Sur les effets sur l'économie russe de ce train de sanctions, peut-être dire avec beaucoup de prudence deux choses. La première, c'est que c'est vrai que l'économie russe a continué à être en croissance, sans doute plus qu'on ne l'attendait. Et je crois que c'est le sens de votre question. Mais c'est une économie de guerre, très clairement. C'est une économie qui fonctionne. C'était avant une économie essentiellement pétrolière. Le pétrole n'a pas disparu. On sait comme l'économie russe est très très sensible au prix du pétrole. Mais à côté de ce moteur pétrolier, s'est ajouté un moteur de défense, et donc qui repose très fortement sur des transferts budgétaires, financement public, et du coup sur des pressions inflationnistes. Et quand on voit aujourd'hui les symptômes sur l'économie russe, qui sont les symptômes d'une économie de guerre, c'est que la croissance tient, mais l'inflation a beaucoup monté. Du coup, les taux d'intérêt ont beaucoup monté. Ça, c'est une des insatisfactions de la population. Et il semble, mais je ne suis pas assez spécialiste des statistiques, qu'il y a un arbitrage entre croissance privée et croissance publique. Si je veux dire, le secteur public de la défense tire l'économie russe, la consommation privée, elle, a plus souffert. L'autre considération, et je m'arrêterai là, parce que celle-là vise l'avenir, c'est qu'il y a quand même un sentiment assez général que l'arrêt des transferts de technologie, qui a été une part importante des sanctions, peut menacer la croissance potentielle de l'économie russe dans la durée, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments indispensables à l'innovation qui arrivent moins. Mais ça, c'est plus prospectif. Merci beaucoup. L'intervenante suivante est Madame Dominique Voynet pour le groupe écologiste et social. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs. Vous nous avez bien décrit un contexte économique mondial préoccupant. La guerre commerciale lancée par Trump a semé l'inquiétude sur les échanges et les investissements. La brutalité est en cause, mais aussi l'imprévisibilité des méthodes américaines. Et en économie, vous l'avez rappelé, l'instabilité est le pire ennemi. Il y a à peine 2 jours, Trump annonçait contre toute attente une trêve dans la guerre commerciale avec la Chine pour 90 jours davantage ou moins s'il change d'avis. Qui peut le dire et comment se projeter ? Dans votre lettre au président 2025, vous appelez à dépasser la tétanie face aux États-Unis, vous invitez à une mobilisation générale, mais je ne sais pas trop ce que valent aujourd'hui les estimations faites il y a quelques mois sur les conséquences du conflit commercial. Est-ce que nous allons repartir comme avant ? Est-ce que nous allons poursuivre le travail engagé pour une souveraineté européenne et un multilatéralisme renforcé ? Je pense que nous serons tous d'accord pour la seconde option et pour insister sur le fait que nous ne négligerons pas au moins les grands acteurs du Sud. J'insiste sur cette question parce que la concentration de l'USAID sur des pays et des thématiques qui conviennent aux intérêts de l'Amérique, tels que les imagine en tout cas le président américain, prive les populations des pays les moins développés d'accès à l'eau, à la sécurité alimentaire, aux soins. Il faudra une riposte coordonnée de l'ensemble des pays qui s'en préoccupent. Cet objectif en tête, vous proposez des pistes assez conventionnelles au fond. La maîtrise des comptes publics, vous accusez d'ailleurs l'État social et les collectivités locales de dérive, sans toucher aux allègements fiscaux et aux choix d'investissement, dans le champ énergétique par exemple, qui obèrent le rétablissement de l'équilibre budgétaire. Travailler plus et plus longtemps, on n'a jamais autant travaillé, écrivez-vous. Sans doute, mais de quel travail parlons-nous ? Dans un pays dont l'industrie émigre ou se meurt, malgré les coups de menton, quel travail, quel métier ? La liste des bullshit jobs est longue et des outils qui permettent de se passer des êtres humains. Investir dans l'intelligence artificielle, mais à quelles conditions ? Que gagnons-nous à une aspiration massive de nos données et à l'entraînement des intelligences artificielles par des hommes et des femmes dont elles prendront la place ? L'intelligence artificielle, c'est comme la langue des Ésope, c'est la meilleure et c'est la pire des choses de façon simultanée. Vous y ajoutez la nécessité de financer le réarmement dans un cadre national et européen et de ne pas négliger la recherche, on sera d'accord là-dessus. Pourtant, tout ce qui fait tout un pan de ce qui fait et fera notre sécurité collective et notre souveraineté économique manque à l'appel. C'est le cas de la relocalisation ou de la conservation d'industries vitales dans le domaine pharmaceutique, dans la chimie, dans la métallurgie, alors qu'on annonce des licenciements records chez ArcelorMittal. C'est aussi le cas de l'investissement dans la transition énergétique. Vous nous dites que le charbon et l'acier, ce n'est plus vraiment d'actualité. Si, l'énergie et les matières premières, c'est d'actualité.
Comment ne pas comprendre que ce sont des instruments précieux de notre souveraineté? J'arrive à la fin, Monsieur le Président. Je voudrais rajouter ici la préoccupation de la souveraineté alimentaire. À l'heure où les agriculteurs ne peuvent plus vivre de leur travail, où les événements climatiques extrêmes se multiplient, où les glaciers fondent à grande vitesse, on a besoin d'une agriculture diversifiée qui nourrisse les hommes et les femmes de ce continent. Dernière question peut-être, je risque, même si je crains de connaître la réponse, faut-il renoncer ad vitam aeternam à une harmonisation fiscale en Europe? Merci pour ces analyses et toutes ces questions. Monsieur le gouverneur, c'est à vous. Alors, Madame la députée, vous avez évoqué beaucoup de choses. Je suis d'accord avec la plupart, quitte à vous surprendre, mais je préciserai sur ce que vous avez cru identifier comme des désaccords ou des pistes conventionnelles. Non, mais merci beaucoup de l'avoir lu. Ne demandez pas à un gouverneur de la Banque centrale de toujours être extra-conventionnel, mais j'ai quand même un certain nombre de convictions que je vais partager. D'abord, je vous rejoins totalement, et je crois que c'est très important, pour dire que nous faisons face à deux chocs de la part des États-Unis. Il y a la brutalité protectionniste, et je crois que les premiers pénalisés seront d'ailleurs les Américains eux-mêmes. C'est une taxe sur les consommateurs américains, soyons clairs, au profit peut-être de quelques grandes entreprises. Mais il y a aussi un choc d'imprévisibilité. Et j'ai été très frappé, j'étais aux États-Unis il y a 15 jours, j'ai rencontré un certain nombre de responsables économiques, par le fait que c'est sans doute ce choc-là qui affecte le plus l'investissement et la croissance aux États-Unis. Je souhaite évidemment comme vous, et je pense que nous souhaitions tous, qu'il ne s'agisse pas de repartir comme avant. Je pense que c'est d'ailleurs impossible. Je vais le dire autrement, si c'est comme avant, ça n'est pas repartir, c'est stagner, voire reculer. Et donc ce réveil de l'Europe est, je crois, notre impératif. Et accord aussi pour ne pas négliger les grands acteurs du Sud. Vous avez peut-être lu à la fin de la lettre que j'esquisse un certain nombre de coalitions de volontaires dont je crois l'Europe pourrait prendre la tête. En tout cas, moi j'ai senti très fortement cette attente d'Europe. Ça peut être sur le sujet du climat, je vais y revenir. Je crois que ça doit être sur le sujet du développement, qui couvre à la fois l'aide publique et les flux d'investissement privé. Ça peut être sur le sujet de la taxation. On n'en a pas beaucoup parlé, mais voilà malheureusement un sujet de régression aussi des derniers mois. Nous avions des accords de l'OCDE sur la taxation des grandes entreprises qui ne sont pas mis en œuvre. Ça peut être enfin sur le sujet de la stabilité financière et d'un certain nombre de règles. Je ne parlerai pas ici de Bâle III. Nous avons eu heureusement une réunion lundi à Bâle où les nouvelles autorités américaines ont réaffirmé leur engagement à transposer les règles de Bâle. Mais voilà, nous jugerons l'arbre à ses fruits. Donc il y a beaucoup de sujets où les convictions européennes, si elles ne sont pas partagées par la nouvelle administration américaine, peuvent être partagées par beaucoup. Alors à propos de ce que vous avez dit sur le redressement des finances publiques, je ne vais peut-être pas revenir sur mes déclarations passées. Juste un tout petit rappel, parce qu'il se trouve qu'au mois de septembre dernier, c'était devant la Commission des finances, j'avais eu l'occasion de dire qu'il ne fallait pas exclure le tabou de certaines hausses d'impôts. Ce qui m'a valu une grande popularité sur certains bancs, une popularité un peu moins forte sur d'autres. Non, mais je me permets de le rappeler. Voilà, et c'est pas pour faire plaisir à certains bancs plutôt qu'à d'autres. Je crois qu'il faut regarder. Non, mais regardons objectivement. Je crois profondément au modèle social européen. Je l'ai dit très souvent et ça, je le dis depuis toujours. Notre problème, c'est que nous avons effectivement, avec le même modèle social, un niveau de dépenses publiques sensiblement plus élevé, 9 points de PIB de plus que nos voisins. Donc on se pose quand même la question de l'efficacité des dépenses. Ne me paraît pas être une exigence idéologique, c'est une exigence pragmatique. Mais il y a certains cas, et il ne faut pas exclure des hausses d'impôts ciblées. Et quand vous regardez mes propos antérieurs, ça fait un bon moment que j'ai dit que nous n'avions plus les moyens de baisse d'impôts non financés. Bon, ce n'est pas forcément le sujet central du jour, mais comme vous en avez parlé, je tenais à le dire. Accord sur le fait que l'IA peut être la meilleure et la pire des choses, et il faut que nous l'encadrions. Je voudrais terminer sur le climat. Je n'en ai pas parlé là dans mon propos introductif, mais alors là, je vous prie de croire que c'est un engagement extrêmement fort de la Banque de France et de la Banque centrale européenne. Il se trouve que nous avons pris l'initiative à la Banque de France. Ça, c'est un exemple de coalition de volontaires. Je vais y insister parce que je crois qu'il est très important dans le cadre international. Nous avons pris l'initiative durant Trump 1, en décembre 2017,
de créer un réseau, alors il porte un acronyme anglais, pardon, NGFS, le Network for Greening the Financial System, le réseau pour verdir le système financier. Nous sommes partis à 8 superviseurs et banques centrales, dont une majorité d'Européens. Nous sommes aujourd'hui 140 autour de la table, et le secrétariat mondial de ce réseau est à Paris. Et c'est une des raisons, ce n'est pas la seule, pour laquelle la Banque centrale, pour la 3e fois de suite, la Banque de France, a été reconnue par des ONG comme la banque centrale la plus verte du G20. Permettez-moi juste cette petite fierté, nous y sommes très attachés. Il n'y a pas que les banques centrales qui puissent résoudre le climat, mais nous le faisons à travers notre activité de superviseur, parce que nous avons imposé des choses aux banques et aux assurances. Nous le faisons à travers ce NGFS international, et nous le faisons aussi dans le cadre de la Banque centrale européenne, parce que nous sommes pionniers pour verdir la politique monétaire. Et ça fait partie aussi des regrets face au basculement américain. Aujourd'hui, nier la réalité du changement climatique, c'est ne pas voir l'évidence, c'est-à-dire la multiplication, hélas, des événements physiques extrêmes, de leurs coûts économiques et de la difficulté d'assurance que nous avons de plus en plus, le problème d'assurabilité. Donc j'espère beaucoup, ça fait partie des discussions difficiles aujourd'hui transatlantiques, mais que nous puissions au moins reconnaître un certain nombre de réalités physiques et économiques qui appellent une action de prévention financière en la matière. Merci beaucoup. Nous avons à présent l'intervention pour le Rassemblement national de Mme Sylvie Josserand, et puis ensuite Arnaud Le Gall prendra la parole. Madame la députée, c'est à vous. Prenez le micro. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le gouverneur, merci d'abord de votre présence en ce lieu. Monsieur le gouverneur, la dette de la France s'élève à 3 300 milliards d'euros, soit 113% du PIB, vous l'avez rappelé. En comparaison, celle de l'Allemagne représente 62% du PIB. Il y a 20 ans, la France était à parité avec l'Allemagne en termes de dette publique qui représentait entre 50 et 60%. Quand la surface de la dette s'accroît, la charge de la dette augmente. De 40 milliards il y a 20 ans, les intérêts de la dette en France sont aujourd'hui de l'ordre du double, 80 milliards. Or, la dette est détenue à plus de 53% par des investisseurs étrangers. Les intérêts servis sont donc en pure perte, puisqu'ils vont dans la poche des prêteurs. Pour payer les intérêts, la France emprunte. Plus nous empruntons pour payer les intérêts de la dette passée, plus la dette actuelle et future augmente, de sorte que la dette devient un problème intergénérationnel. À ce tableau peu enviable s'ajoute la désindustrialisation. La France a perdu le tiers de son industrie manufacturière en 20 ans. Dans son ouvrage, alors ce n'est pas le vôtre, Le déclin français est-il réversible ? Jacques Delarosière, ancien gouverneur de la Banque de France, fait le constat que l'industrie ne contribue plus que pour 10% à la formation de notre PIB. Nous sombrons dans le sous-développement industriel, écrit-il. Dans ce contexte, ne convient-il pas de démythifier cette union de l'épargne et de l'investissement en raison des risques qu'elle présente, et notamment du risque souverain ? Si l'épargne des Français est investie dans des actifs européens, au lieu de rester à 1 ou 2% sur des livrets, qu'adviendra-t-il de la dette française, déjà détenue à plus de la moitié par des non-résidents ? Qui va financer les bons du Trésor, alors que l'épargne française faiblement rémunérée a pour avantage de financer l'État à moindre coût, ce qui n'est pas négligeable dans un État endetté. Par ailleurs, comment orienter l'épargne vers la production alors qu'il n'y a plus de production, ni davantage de projets européens concrets à financer qui permettraient de capter l'épargne des ménages ? La révolution numérique, présentée comme un projet européen, est entièrement dans la main des Américains. Ce n'est pas en réglementant les marchés de capitaux que naîtra l'envie de produire et d'investir, qui ne se conçoit pas sans un climat propice à la prise de risque, comme l'énergie bon marché ou une fiscalité stable. L'existence de projets n'est-elle pas un préalable plutôt qu'une conséquence de l'UMC ? Enfin, Monsieur le Président, accordez-moi 10 secondes. Pour un marché de capitaux efficace, encore faut-il qu'existent des capitalistes. L'épargnant français est hostile au risque, mais a en revanche le sens de la rémunération. Or, les taux directeurs sont inférieurs aux taux américains, tenant ce décalage entre les taux d'intérêt. En quoi l'investissement serait-il plus fort grâce à l'union de l'épargne et de l'investissement ? Je vous remercie. Merci pour cette série de questions. Monsieur le gouverneur, c'est à vous. Vous êtes plus dans votre domaine, là, on est vraiment dans le domaine. Oui. Voilà.
D'abord, Madame la députée, je suis d'accord avec tous les chiffres que vous avez cités au début, et je crois que nous sommes tous d'accord sur le constat, et ça rejoint votre question sur les finances publiques. La question, c'est effectivement de savoir comment on en sort. Bon. Et je suis d'accord aussi sur le fait que ça crée un problème intergénérationnel, qui n'est pas assez souvent souligné. Dès que je parle devant des publics de jeunes ou d'étudiants, ce qui m'arrive assez souvent, je leur dis que c'est leur problème. Autant au passage que la dette climatique. Or, la sensibilité n'est pas tout à fait la même en général. Comment nous en sortons ? Alors, je ne veux pas revenir sur le débat impôt versus dépenses, mais je note qu'il y a évidemment beaucoup moins de consensus sur les solutions. Et que sur les économies de dépenses, mais c'est toute la difficulté du débat parlementaire et du débat politique, il y a un accord général de principe. Mais là aussi, pardon de m'auto-citer, il m'est arrivé de relever une forme de chamboule-tout, c'est-à-dire dès qu'il y a une piste d'économie sur la table, il y a toute une série de forces de partout qui expliquent que ce n'est pas la bonne. Donc l'économie est toujours chez les autres et jamais chez soi. Voilà. Mais je ne dis pas que c'est facile, mais il faut absolument que nous arrivions à une forme de diagnostic partagé et je crois surtout d'un effort qui est partagé. Et plus il sera partagé, plus il sera juste et moins il sera lourd pour chacun. Alors je vais me concentrer sur ce que vous avez dit à propos de l'Union pour l'épargne et l'investissement et des risques qu'elle présenterait dans ce contexte. Alors je vais être là plus optimiste ou confiant que vous, mais permettez-moi d'expliquer pourquoi. Bon, d'abord sur la rémunération de l'épargne populaire en France, c'est un sujet très important qui vient de faire l'objet d'ailleurs d'un rapport parlementaire, je crois, publié aujourd'hui. Je rappelle, parce que là, la Banque de France joue un rôle assez central, que le livret A est aujourd'hui rémunéré à 2,5 et que le livret à 2,4, pardon, et que le livret d'épargne populaire, lui, qui est ouvert en principe à 19 millions de Français, est rémunéré à 3,5%. Donc, ce sont des rémunérations par rapport à l'inquiétude que vous exprimiez à la fin, qui sont quand même, je crois, tout à fait appréciables au regard d'une inflation qui, en France, c'est le dernier chiffre, est à 0,8. Alors, ça remontera peut-être un peu, mais nous attendons une prévision d'inflation entre 1 et 1,5% cette année. Je voudrais, au passage, alors là, Président, vous m'autorisez 30 secondes à sortir vraiment complètement du champ de la Commission des Affaires étrangères, mais de le dire devant les députés de mon pays, faire un vibrant plaidoyer en faveur du livret d'épargne populaire. Je crois que ce produit n'est pas assez connu. J'ai dit qu'il était ouvert à 19 millions de Français, mais 12 millions seulement de Français ont aujourd'hui des livrets. Je pense qu'il y a un certain nombre de millions de nos concitoyens qui ont droit au LEP et qui ont leurs économies sur le livret A. Compte tenu des chiffres que j'ai rappelés, je crois que là, il y a une vraie priorité. Est-ce que le financement de l'économie française, c'est ça la question que vous posez, des entreprises françaises, est en risque dès lors que nous le mettons dans un cadre européen? Vous avez posé la question à propos de la dette, vous avez posé la question aussi à propos de nos entreprises industrielles. Je ne le crois pas, et je crois même au contraire. Alors, si je peux juste vous partager ma conviction en ce sens. D'abord, il se trouve que la France, compte tenu notamment de l'état de sa dette publique, fait partie, autant il y a un excédent d'épargne à l'échelle de l'Europe dans son ensemble, autant il n'y a pas d'excédent d'épargne à l'échelle de la France prise en particulier. Il y a même un déficit qui correspond au déficit de notre balance courante. Donc aujourd'hui, le fait de pouvoir faire appel à l'épargne des autres pays, et notamment européens, nous permet de financer un certain nombre des besoins de l'économie française, publique ou privée. Je crois que ce qui est clé dans cette affaire, c'est deux choses. La première, c'est que dès lors que nous faisons appel à l'épargne extérieure, et vous avez parlé des non-résidents, il me semble qu'il y a une sécurité beaucoup plus forte à le faire à partir d'épargne européenne que d'épargne extra-européenne. Nous partageons la même devise, nous partageons les mêmes règles, je crois que nous partageons le même état de droit, et on voit bien surtout aujourd'hui l'avantage que ça représente. Il ne me semble pas qu'il y ait plus de risques aujourd'hui à être financé par des Européens que dans le cadre strictement français. Mais l'autre chose sur laquelle je vais et je crois encore une fois que la France est plutôt gagnante à cette mutualisation de l'épargne, parce que l'excédent d'épargne est plutôt dans les autres pays et les besoins d'investissement sont chez nous. Mais l'autre chose qui me paraît essentielle, qui peut rejoindre ce que vous dites sur l'existence de projets, c'est qu'aujourd'hui, non seulement cette épargne ne va pas assez globalement vers l'Europe, j'ai cité les 400 milliards qui vont vers des projets extra-européens. Ça, c'est une mauvaise affectation géographique, si j'ose dire.
Mais il y a une mauvaise affectation en termes d'instruments. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai fait une allusion trop rapide dans mon texte initial. C'est qu'aujourd'hui, le très grand déficit de financement en France et en Europe, c'est les fonds propres et le capital risque. Alors je vais citer un chiffre qui est très peu connu. Mais si je regarde les fonds propres des entreprises françaises et européennes rapportés à la taille de notre économie, du PIB, nous sommes autour de 90% pour la France comme pour l'Europe. Si je regarde le même chiffre aux États-Unis, c'est-à-dire les fonds propres des entreprises américaines rapportés au PIB américain, nous sommes à 215%, plus de 2 fois plus. Si je regarde à l'inverse le financement par dette, il est proportionnellement 2 fois plus élevé en France et en Europe qu'aux États-Unis. Ce que je viens de dire a une très grande importance. Parce que si un entrepreneur est financé par fonds propres, il est beaucoup plus prêt à prendre des risques. Le remboursement de la dette est une contrainte à dette fixe, à montant fixe. Et symétriquement, si un investisseur investit en fonds propres ou en capital risque, il est beaucoup plus prêt à accepter des risques. Pourquoi? S'il perd, certes, il perd sa mise. Mais s'il gagne, parce que l'innovation a réussi, il bénéficie de toute la plus-value associée à l'innovation. Or, si vous êtes un investisseur en dette, vous n'avez aucun espoir de toucher plus que votre dette, et donc vous n'avez aucune tolérance à la perte de votre dette. J'espère avoir été clair. Ce point n'est pas très souvent souligné, mais je crois qu'il est absolument central. Notre déficit en fonds propres et en capital risque est une des explications de notre déficit d'investissement. Alors, vous avez raison, il faut des projets. Moi, je me réjouis beaucoup avec vous que voilà, il y ait des projets industriels. Est-ce qu'on est arrivé à une stabilité là-dessus? La nuance que je me permets d'introduire, c'est que le potentiel productif, ça n'est quand même pas que l'industrie. Hein, et la France a des entreprises de services qui apportent des contributions extrêmement appréciées à nos concitoyens, sont reconnues sur la scène internationale. J'aurais pu citer ça dans les atouts de l'économie française. Nous avons autant de grandes entreprises internationales que n'en a l'Allemagne, alors que notre économie n'a pas la même taille. Et je crois que nous sommes forts dans le secteur des services. Ça ne doit pas nous condamner à être faibles dans le secteur de l'industrie. Mais qu'une part importante de notre richesse soit liée aux services ne me paraît pas regrettable. Merci beaucoup. La parole à présent à M. Arnaud Le Gall pour la France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, vous avez évoqué dans votre intervention introductive un aspect très important de la situation internationale actuelle, c'est la dédollarisation tendancielle des échanges, de l'économie. Alors, ce sera un processus de très long terme, mais c'est un processus engagé qui est lié en partie à l'usage massif des sanctions par les États-Unis, qui amène beaucoup de pays à vouloir échanger dans d'autres monnaies, qui est lié en partie à la déconnexion relative entre le volume d'émissions de dollars et la production réelle de richesses aux États-Unis, tout cela étant accéléré par la politique un peu erratique, quoique cohérente par ailleurs, de Donald Trump. Alors à l'heure actuelle, le dollar reste encore une monnaie de réserve importante, la première du monde, mais le processus est engagé. Et vous plaidez donc pour un rôle international de l'euro, en focalisant, je crois, sur une augmentation d'échelle et une unification des marchés européens de capitaux. Je voudrais dire peut-être attention aux illusions, parce que l'élargissement du marché, c'est pas la seule force du dollar. Le dollar s'appuie sur une unité politique et géopolitique, et il s'appuie aussi sur une grande flexibilité de la politique monétaire, de choses qui n'existent pas jusqu'à preuve du contraire en Europe. En Europe, nous avons un dogme, certes, qui a été un peu écorné, mais un dogme quand même monétariste, tendance ordolibérale, qui refuse de voir dans la monnaie un outil politique, une arme politique, et qui ne voit dans la monnaie qu'un reflet de l'économie. C'est une première faiblesse. Deuxième faiblesse, c'est qu'il y a un système de concurrence économique interne qui n'est pas le même aux États-Unis. Et c'est ce qui peut expliquer, par exemple, que alors que la crise était venue des États-Unis en 2008-2009, à la fin, on a eu affaire à une crise de l'euro et non pas à une crise de dollar. Vous me dites si j'ai faux, mais enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Alors, voyez-vous une remise en cause sérieuse de ces dogmes qui ferait que votre solution d'élargissement du marché des capitaux ferait que l'euro deviendrait mécaniquement une monnaie vraiment concurrentielle au dollar? Pour notre part, nous plaidons plutôt pour une monnaie commune, ce qui aurait dû être fait à Bretton Woods, mais enfin, on ne va pas refaire l'histoire, et personne ici n'est responsable de cela, et le chantier est immense. Deuxièmement, vous avez parlé de l'euro numérique.
D'accord. La dernière fois qu'on a parlé de ce sujet ici, c'était avec l'ancien directeur de l'ANSSI et je l'avais interrogé sur le fait que Amazon était utilisé était choisi comme entreprise pour la phase test des solutions de paiement de l'euro numérique. Il m'avait dit c'est un scandale, c'est un problème de souveraineté. Depuis, j'ai pas eu de réponse sur où en est-on dans cette affaire. Et enfin, 3, vous avez plaidé pour des investissements massifs dans l'IA, en comparant cela à la période du charbon et de l'acier. L'IA avec qui? Si c'est pour faire avec Microsoft ou avec des Émiratis qui collaborent avec les projets Stargate aux États-Unis, je ne suis pas sûr qu'il y ait un gain de souveraineté. Et surtout, le cœur du sujet, c'est bien les données numériques et pas l'intelligence artificielle en tant que telle. C'est le stockage des données, avec qui, dans quel but, et pas juste faire de l'IA pour de l'IA, parce que là, ça nous fera que nous ramener mécaniquement dans le giron des oligopoles états-uniens. Excusez-moi d'avoir dépassé un peu, je vous remercie. Pour ces questions, Monsieur le Gouverneur. Plusieurs dimensions. J'ai le droit juste de prolonger la question quand vous dites nous plaidons pour une monnaie commune, c'est à l'échelle internationale ou... Non, je n'étais pas conscient. Reprends le Bancor. Oui, non, mais ok. Reprenez. Pardon. Reprenez le micro. Il y a juste un micro pour deux, donc il suffit de bien le répartir. Je le prends. Bon, merci là aussi des sujets que vous avez évoqués. Dédollarisation, un mouvement essentiel et de long terme, je suis d'accord. J'ai noté au passage, vous me permettrez d'exprimer un désaccord sur, enfin en tout cas une interrogation quand vous avez dit la politique de Donald Trump un peu erratique, quoique cohérente par ailleurs. J'avoue que ce quoique cohérente par ailleurs a stimulé mes curiosités, mais parce qu'il y a en tout cas sur le plan économique, je me permets seul de juger, beaucoup d'incohérences. Beaucoup d'incohérences. Mais voilà, je referme cette parenthèse. Alors, je n'ai pas dit que l'élargissement du marché des capitaux était la seule solution au développement du rôle international de l'euro. J'ai aussi parlé d'actifs sûrs et il y a bien sûr le développement du commerce libellé en euros. Enfin, je n'ai pas été exhaustif en la matière. Je vais réagir, et ça ne vous surprendra pas, sur le dogme monétariste en Europe. J'espère pouvoir vous rassurer là-dessus. Il a peut-être existé, mais il a existé bien avant moi. C'est vous dire s'il est ancien. Le dogme, je ne veux pas prolonger trop la discussion, et on le fera peut-être après, mais le dogme monétariste a supposé qu'il existait en Allemagne avant l'euro. Ça consiste à dire, je regarde les agrégats monétaires et je pilote automatiquement les taux d'intérêt en fonction de ça. Je crois que la BCE a heureusement montré, et notre Conseil des gouverneurs, depuis qu'on était beaucoup plus pragmatique, il n'y a pas de dogme, je vous prie vraiment de croire, et qu'à chaque fois qu'on peut baisser les taux d'intérêt tout en restant compatible avec l'objectif d'inflation de 2%, on le fait. Je rappelle quand même que la Banque Centrale Européenne a eu des taux ultra bas entre 2014 et 2022. On nous a même reproché à l'époque d'avoir maintenu des taux bas trop longtemps, on avait même eu des taux négatifs. Elle a mis en place des financements de l'économie, ce qu'on a appelé les LTRO, à conditions très favorables. Et aujourd'hui, j'ai rappelé ce chiffre, je crois qu'il est très important, nous sommes à 2,25, alors qu'avec un niveau d'inflation à peu près proche, on est à 2,2 d'inflation en Europe, les États-Unis sont sortis hier à 2,3, je n'ai pas le chiffre anglais, mais les États-Unis et l'Angleterre sont à 4,25. Donc nous faisons preuve quand même d'une certaine agilité et nous allons continuer à le faire. Donc je ne crois vraiment pas, je sais que cette idée existe et qu'elle résiste, mais je ne crois vraiment pas, et ça je peux vous le dire comme un praticien depuis 10 ans, que la Banque Centrale Européenne soit moins agile, moins en soutien de la croissance que la Fédérale Réserve américaine. Voilà, nous nous sommes émancipés des dogmes, j'espère, depuis longtemps et dans la réalité. Sur l'euro numérique, je crois effectivement qu'Amazon a été un des sous-traitants sur un des chantiers. Il doit y avoir entre 5 et 10 sous-traitants. Amazon est l'un d'entre eux. Oui, j'avoue que je n'ai pas le détail. On pourra compléter si vous souhaitez. Voilà, nous avons été un certain nombre, je ne sais pas si je dirais que c'est un scandale, mais il m'est arrivé d'exprimer des regrets. En tout cas, ça ne me paraît pas être bloquant pour la suite. C'est ça que je veux dire. Nous construisons l'euro numérique avec des solutions qui seront européennes. Ce qui est très important, et je pense que c'est largement partagé ici,
Mais là aussi, il va falloir passer à l'acte, Monsieur le Président. Ce qui est très important, c'est que nous construisions cet euro numérique. Parce que j'entends les banques françaises, pardon de le dire très directement, ou les banques européennes dire « mais il n'y en a pas besoin, il y a ma monnaie digitale à moi, etc. » Le problème de la monnaie de banque commerciale, que nous utilisons tous, hein, avec notre carte de crédit, notre portable, etc., c'est qu'elle est très dépendante d'infrastructures américaines. J'ai parlé des grands schémas de cartes, j'ai parlé demain du risque d'être désintermédié par les fameux stablecoins dont on parlait tout à l'heure. Et donc, si nous voulons, et c'est une dimension de souveraineté essentielle, si nous voulons réagir à la nouvelle administration américaine, il faut construire une monnaie publique et numérique européenne. Je rappelle qu'un des premiers executive orders de la nouvelle administration, en date du 23 janvier, il n'a peut-être pas été très noté, mais celui-là est cohérent, c'est d'avoir dit « j'interdis toute forme de monnaie numérique publique aux États-Unis et je promeus les actifs privés, les fameux stablecoins ». Évidemment, parce qu'ils sont émis par des acteurs privés américains. Mais si nous ne construisons pas l'actif public monétaire, ce billet numérique plus qu'est l'euro numérique, nous serons en situation de dépendance d'acteurs privés et non européens sur la monnaie. Et donc il y a un enjeu de souveraineté essentiel, quelles que soient les réticences de certains acteurs privés que je crois il faut dépasser, et nous les associerons le moment venu. Enfin, sur l'intelligence artificielle, oui, j'ai plaidé pour une intelligence artificielle au maximum avec des acteurs européens. Heureusement, il y en a quelques-uns. Il y a même une entreprise française assez en vue en la matière. Et s'il s'agit de développer une communauté de l'intelligence artificielle, ce n'est pas pour qu'elle bénéficie principalement à des acteurs américains. Mais nous ne pouvons pas, évidemment, passer à côté de la révolution de l'intelligence artificielle. Parce que là, on est sûr de perdre le match. Hein. Peut-être qu'on le perdra dans notre dignité européenne préservée, mais nous nous mettons à ce moment-là à l'écart d'un mouvement de progrès économique et même de progrès de la vie quotidienne. Voilà, je crois que c'est un risque que nous ne pouvons pas prendre. Il est encore temps pour que nous visions au maximum à le construire dans la souveraineté technologique. Pardon, Président, parce que je sens que j'ai dépassé. Vous dépassez depuis le début, mais comme c'est intéressant, c'est vous qui m'avez voilà, poussé. donc on est moins regardant avec vous qu'avec d'autres sur les formats, je vous rassure. Alors, dernier exercice pour vous, répondre à des interrogations de députés qui interviennent dans leur nom propre. La première est Pascal Gaud. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, comme beaucoup d'autres interlocuteurs, vous affirmez que le go est donné à l'Europe pour qu'elle puisse s'imposer et asseoir sa souveraineté économique. Comment vous avez donné des pistes pour le faire et vous avez avancé une date. Mais très sincèrement, cette date est-elle possible quand certains pays adhérents de l'Union jouent à contre-courant dans le système global actuellement? Sur la situation financière de la France, vous êtes de ceux qui pensent encore une fois que la réduction des dépenses locales et sociales c'est un peu le salut. Pensez-vous sincèrement que ce raisonnement sera force d'union politique? Vous l'avez plus ou moins esquissé. Et enfin, pouvez-vous nous dire où l'on en est de la solvabilité 2 et est-ce l'outil du réveil de l'Europe économique? Merci, Madame la députée, pour ces questions. Monsieur le Gouverneur. Là, j'ai 1 minute, en principe. Oui. Alors, très vite, sur vos 3 questions. Des pays qui jouent contre, oui, je ne vous demande pas de préciser lesquels, mais j'imagine à peu près. La quasi-totalité des chantiers dont j'ai parlé dans l'ordre économique et financier, je ne parle pas dans l'ordre politique ou des sanctions vis-à-vis de la Russie, la quasi-totalité des chantiers sont à la majorité qualifiée. Et je crois qu'il y a moyen de réunir une majorité qualifiée, a fortiori dans cette mobilisation générale dont je parlais. Il me semble qu'il y a aujourd'hui une conjecture franco-allemande plus favorable et que ce moteur, qui est souvent d'ailleurs critiqué par nos partenaires qui disent pas de directoire franco-allemand, est en même temps indispensable. Donc je dis toujours il est nécessaire et pas suffisant. Voilà, j'espère que tout ça crée des conditions plus favorables. Alors, je ne crois pas avoir parlé de réduction des dépenses sociales et locales, je crois avoir parlé de stabilité en volume, c'est-à-dire après prise en compte de l'inflation.
Ça me paraît un objectif plus raisonnable. J'ai parlé de stabilité globale. Je crois qu'il faudra une certaine augmentation des dépenses sociales compte tenu du vieillissement. On peut imaginer une stabilité locale et puis un effort de réduction du côté de l'État. Je crois profondément au service public, je crois profondément à notre modèle social. Raison de plus pour lui appliquer une exigence d'efficacité. Et ça n'est rien d'idéologique. C'est 9 points d'écart avec la moyenne européenne. Allons regarder secteur par secteur ce qui, dans certains pays, marche mieux. Et ce n'est pas seulement l'Allemagne. C'est vrai aussi en Espagne, c'est vrai dans les pays scandinaves, etc. Certains pays scandinaves, qui ne sont pas des pays libéraux, ont pour nous des choses très intéressantes. Enfin, la dernière question. Pardon. Ah oui, excusez-moi, je n'avais pas eu le temps de le noter. Donc, Solvabilité 2, c'est le règlement en matière d'assurance, l'équivalent de Bâle 3 pour les banques. Celui-là s'applique depuis plusieurs années. Il vient de faire l'objet d'une révision qui, je le dis tout de suite, nous va bien, qui a fait beaucoup moins de bruit que Bâle 3. Et c'était sans doute l'implicite de votre question. Je crois objectivement que Solva 2 n'empêche pas les assureurs, on va rejoindre la question de Mme Josserand, n'empêche pas les assureurs d'investir dans l'économie française et en particulier dans les entreprises. Quand je regarde les placements actions des assureurs, ils ont eu tendance à augmenter depuis 15 ans, contrairement à ce qu'on croit. Alors, comme toujours, la profession, voilà, je connais bien la profession bancaire, je rencontre souvent la profession assurantielle. Pardon, j'ai le droit de faire une remarque off the record. Non, c'est interdit. Bon, alors je vais le dire quand... Je vais le dire quand même. Je ne sais pas si c'est du mal d'eux. Vous n'avez pas la parole pour l'instant, Madame Chikiro. N'influencez pas le gouverneur à ce stade. Je prends mon risque, si vous voulez bien. Le jour où vous trouverez une profession, y compris une profession financière, qui dit du bien d'une régulation qui lui est applicable, vous me le dites. Mais voilà, je crois que Solvabilité 2, c'est un bon point d'équilibre. C'est un bon point d'équilibre. Merci. La parole à présent à Michel Guignot, et puis à Sylvie Josserand et Sophia Chikiro. Voilà, c'est bon, c'est bon. Vous pouvez prendre le micro. Prenez le micro. Hein. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Gouverneur. Votre audition de ce jour est liée aux défis posés aux États de l'Union européenne et aux économies européennes par le nouveau contexte géopolitique et commercial international. Vous avez décrit une situation qui ne donne pas spécialement envie. Pourtant, vos services ont fait part le 5 mai d'une initiative régionale financée par l'Europe pour soutenir les banques centrales africaines. Pourquoi la réponse aux défis qui se présentent à nous est-elle d'accroître les dépenses, enfin nos dépenses ? Également, vos services nous ont fait part d'une lettre que vous avez adressée au président de la République sur la façon d'agir face au basculement américain. Dans celle-ci, vous recommandez notamment la réalisation d'une union pour l'épargne et l'investissement. Alors que les fleurons nationaux ferment en France, comment des investissements publics à l'échelle européenne pourront-ils soutenir les entreprises des pays contributeurs nets, en particulier alors que les fleurons industriels et artisanaux ferment en France du fait de la concurrence déloyale de l'Europe de l'Est et de l'Asie? Merci, Monsieur le Gouverneur. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Gouverneur. Là, vous êtes rouge. Alors, Monsieur le député, j'avoue que sur la première initiative, ou celle du 5 mai dont vous parlez, je ne suis pas précisément au courant, mais on pourra vous donner des précisions. Alors, par contre, j'assume tout à fait le fait que la Banque de France et la Banque centrale européenne aient une coopération avec les banques centrales africaines. Je crois que c'est leur intérêt, mais c'est aussi le nôtre. Et ça ne représente pas des sommes très importantes. Quand je parlais tout à l'heure de coalition de volontaires ou de partenariat pour le développement, comme Banque centrale, nous y prenons modestement notre part. Nous avons ce qu'on appelle l'IPFI, un institut bancaire et financier international, qui est un institut de formation qui mène des actions non seulement d'ailleurs vis-à-vis des banques centrales africaines, mais aussi latino-américaines ou asiatiques. Et ça, je crois que c'est plutôt un élément qui contribue modestement à la stabilité internationale souhaitable. Sur l'investissement européen et l'Union pour l'épargne et l'investissement, j'ai en partie répondu à Mme Josserand tout à l'heure. Je crois encore une fois que l'épargne européenne est pour nous un des moyens de financement les plus accessibles et les plus sûrs. Et que si nous allons malheureusement
vers une forme de fragmentation commerciale, nous le voyons, et aussi de fragmentation financière, il est très important que nous puissions mobiliser cette épargne européenne. Se limiter à l'épargne française pour financer le développement de l'économie française, je crois que ce serait un choix perdant. Alors c'est évident du côté de notre dette publique, nous payerions nettement plus cher, mais je crois que c'est vrai aussi du côté du développement de nos entreprises. Ça doit être bien sûr une épargne soumise à des règles, à l'état de droit. C'est ça l'objet de l'Union de l'épargne et de l'investissement. Mais il s'agit de nos voisins proches avec qui nous avons développé une relation, je crois, de confiance et de prospérité solide. Merci. Madame Josserand reprend la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, ma question porte sur l'euro numérique, de nature à permettre une surveillance généralisée des citoyens par le contrôle des achats et des transactions financières. Le Comité européen de la protection des données a pris position à l'été 2021 afin que le projet intègre un principe de respect de la vie privée et de protection des données par défaut et dès la conception. Or, lors d'un séminaire organisé par Eurofi à Varsovie en avril dernier, vous avez déclaré à propos de l'euro numérique, je cite, « La vitesse est essentielle, agissons plus vite et plus fort. » En l'état des risques d'atteinte à la sphère privée par intrusion d'instances financières de contrôle, ne vous semble-t-il pas nécessaire, plutôt que d'aller vite, de prendre le temps de consulter les parlements nationaux et d'apprécier les incidences de l'euro numérique en matière de gestion de l'anonymat et d'état de droit? Je vous remercie. Merci. Monsieur le Gouverneur. Alors j'ai effectivement dit qu'il fallait aller vite et fort, je crois l'avoir redit aujourd'hui, pour des raisons de souveraineté sur lesquelles je ne reviens pas. Enfin si, j'y reviens une minute pour dire, et je crois que c'est un sujet lourd, que l'alternative à l'euro numérique, c'est le développement de monnaies privées émises par des acteurs probablement américains, non européens. Est-ce que c'est ça que nous voulons pour la souveraineté de notre pays? Je ne crois pas aucun d'entre nous. Après, vous soulevez une préoccupation parfaitement légitime, qui est la protection de la vie privée. Et là, je peux donner un certain nombre de garanties dès aujourd'hui, il en faudra dans les textes, puisque le texte est en discussion aujourd'hui au Conseil des ministres et au Parlement européen. La Banque de France n'a pas la moindre intention d'ouvrir des comptes d'euro numérique. Nous n'ouvrons plus de comptes privés depuis 2004, ce n'est pas pour recommencer aujourd'hui. La Banque de France n'a pas la moindre intention d'avoir accès aux données concernant les citoyens. Ce qui sera prévu, c'est ce qui existe aujourd'hui sur les données bancaires, c'est en cas de transaction suspecte, ça sera à la banque de faire un certain nombre de déclarations de soupçons. L'euro numérique ne doit pas être un instrument de blanchiment, bien sûr. Mais il n'y aura pas, de la part de la Banque de France ou de l'autorité publique, d'utilisation de l'euro numérique à des fins de surveillance ou de traçabilité de nos concitoyens. Ça me paraît un impératif, effectivement, de respect des libertés publiques. Donc, je sais que ce débat existe, je le prends au sérieux, mais je crois qu'on peut y apporter des réponses crédibles. Ce que je ne voudrais pas, ça je le dis avec un peu d'insistance, c'est que ce débat à propos des libertés publiques nous fasse manquer le débat clé, qui est le débat sur la souveraineté. Et vous posez, Madame la députée, cette question d'extrêmement bonne foi. Permettez-moi de le dire très sincèrement. Je pense qu'il y a des gens qui mettent cette question dans le débat en défendant d'autres intérêts. Voilà. Merci. Dernière intervenante, Madame Sophia. Merci, Chikirou. Monsieur le Président. Monsieur le Gouverneur, je ne vous ai pas écouté parce que j'étais en commission des affaires européennes, donc je ne pouvais pas être en deux lieux à la fois. Donc peut-être que vous avez répondu à la question que je vais vous poser, mais je la tente quand même. Le 20 mars dernier, vous étiez à un colloque et vous avez terminé votre discours en rappelant ce sur quoi vous avez insisté aujourd'hui, c'est-à-dire la nécessité de bâtir une souveraineté financière européenne. Vous avez même dit en granit. En fait, je voudrais savoir ce que vous pensez, quelle est votre opinion sur la création d'une monnaie commune mondiale de référence, parce que nous la proposons dans le programme L'Avenir en commun porté par la France Insoumise. J'aimerais donc connaître votre opinion là-dessus. J'aimerais aussi savoir ce que vous pensez et comment vous évaluez les initiatives qui sont portées par les BRICS, et notamment la Chine, qui cherche à contourner l'hégémonie du dollar, comme la réduction via la réduction des paiements en dollars, ou encore avec le développement progressif du
China International Payment System, qui est en concurrence avec SWIFT. Est-ce que, selon vous, c'est plutôt bienvenu? Est-ce que c'est complémentaire de l'option, enfin de la direction vers une monnaie européenne numérique? Et en tant que président de la Banque des règlements internationaux, est-ce que c'est en mesure de remettre en cause à long terme l'hégémonie du dollar ou pas? Est-ce que ça aura une efficacité? Merci. Merci. Là aussi, une série de questions. Et 1 minute toujours. Monsieur le gouverneur, vous ne respectez pas la minute, mais on ne vous demande pas de le faire. Je ne vais pas abuser. D'abord, une précision historique, et merci d'avoir regardé ce colloque du 20 mars. J'étais en train de me demander lequel c'est, et grâce à vous, ça m'est revenu. Nous avons fait un colloque historique à la Banque de France, où nous avons pris une citation de notre fondateur. Notre fondateur, je tiens à le préciser, est Bonaparte, premier consul, encore plus que l'empereur Napoléon, et nous tenons à cette nuance. Et il avait cité la Banque de France, comme le Conseil d'État, comme un certain nombre de masses de granit, je cite, jetées sur le sol de France. Bon. Voilà, retenons-en la solidité. À propos des questions que vous avez posées, sur la monnaie commune mondiale, donc ça rejoint le début d'échange que j'avais avec M. Le Gall. Je vais dire à titre tout à fait personnel, j'aurais une certaine sympathie pour l'idée. Je pense qu'aujourd'hui, ses chances de réalisation sont très faibles. Et c'est sans doute un euphémisme. Hein. C'est-à-dire que si on n'y est pas arrivé en 1944, avec le grand Keynes étant présent au cœur des montagnes de la Nouvelle-Angleterre, là, je ne sais pas si vous avez jamais été à Bretton Woods, une fois je suis passé là, c'est très décevant d'ailleurs entre nous, parce que les reliefs sont... Voilà, je suis un enfant de l'Est, ça ressemble beaucoup aux Vosges, mais c'est pas... Bon. Si on n'y est pas arrivé à ce moment-là, je pense que la chance d'y arriver aujourd'hui est extrêmement faible. Ce que nous avons, puisque vous avez cité la Banque des règlements internationaux, je crois que c'est un vrai dialogue entre banquiers centraux et une vraie confiance. Alors, c'est un substitut très partiel. Mais je crois quand même que dans un certain nombre de crises, ce dialogue et cette confiance ont aidé. À propos de l'initiative des BRICS, alors il y a eu diverses initiatives. Je citerai d'ailleurs pas de nom particulier, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui autour des paiements. Je crois qu'il est un peu trop tôt pour juger, mais je vais proposer un principe ou un repère. Je crois que nous devons aller sans doute vers un système monétaire plus diversifié, j'en ai parlé, l'euro a sa part à y jouer, le dollar y gardera bien sûr un rôle important. Mais je mettrai une petite prudence sur l'idée d'aller vers un système de paiement fragmenté. Il y a aujourd'hui des installations de paiement type SWIFT, etc., qui sont sans doute pas parfaites. Il y a des systèmes de paiement instantanés qui se développent, y compris dans des pays du Sud très importants que vous avez cités, le Brésil ou l'Inde, et c'est des réalisations remarquables. Je crois que ce que nous devons viser, c'est plutôt l'interconnexion de ces systèmes de paiement, de temps en temps leur ouverture à des nouveaux partenaires. J'avoue que si nous devions ajouter à la fragmentation commerciale que nous voyons se dessiner une fragmentation monétaire et une fragmentation des paiements, je pense que nous perdrions encore plus. Voilà, c'est peut-être le danger de ce type d'initiative. Alors, encore une fois, qu'on aille vers des systèmes les plus ouverts possibles. Mais monter des systèmes concurrents qui chacun ont leur bloc monétaire et leur bloc de paiement, ça serait un appauvrissement de la planète. Je souligne d'ailleurs ce que nous savons, c'est que très souvent, le recul de la coopération internationale pèse d'abord sur les pays les plus pauvres ou les consommateurs les plus pauvres des pays riches, parce qu'ils consomment plus de biens importés ou parce qu'ils n'ont pas de pouvoir pour s'imposer dans le commerce international. Voilà. Pas d'autres prises de parole. Monsieur Priptich, cher collègue. Prenez le micro, ce sera plus facile. Non, allez-y. Avec le soleil, oui, c'est moins facile de le voir. Là, il y a le voyant rouge est allumé, vous pouvez y aller. Monsieur le gouverneur, vous allez croire que je suis obsédé par les cryptoactifs, pour reprendre votre terme. C'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, absolument pas. Je salue notre accord sémantique. Voilà. En octobre 2004, Trump et ses fils ont lancé une entreprise de cryptoactifs qui s'appelle World Liberty Financial Incorporation, qui a mis sur le marché ce que vous avez évoqué dans votre propos, une stablecoin, USD One,
dont l'ambition est de rivaliser avec d'autres cryptoactifs du même type. Et la fortune du président a bondi de 3 milliards de dollars uniquement grâce à ces cryptoactifs. Que pense le gouverneur de la Banque de France d'un président des États-Unis qui est capable de prendre des décisions éventuellement avec des conséquences boursières et qui peut éventuellement favoriser ainsi un propre outil de développement de capitalisme absolu? Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Le gouverneur de la Banque de France n'a pas à commenter ce qui est des sujets légitimes et aigus de politique intérieure américaine. Il peut, à titre personnel, exprimer une certaine sympathie pour votre question. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi, d'avoir répondu à toutes nos questions avec beaucoup de précision et d'engagement. Un certain nombre d'idées très précises que vous avez émises qui doivent servir, en tout cas, à la présidence nationale pour pousser cette idée de souveraineté européenne. Merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur. Merci à toutes et à tous.